Il y aura-t-il une issue à cette guerre en Ukraine ? Je pose la question, Nathan Dever. C'est vrai que cette image était absolument spectaculaire. Je pense qu'elle a fait le tour du monde, Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans cette basilique, un peu seul, noyé dans ce décorum majestueux qui sont en train d'échanger. Et le président Zelensky est sorti satisfait. Ça dure un quart d'heure, mais il dit que ça pourrait être une rencontre historique. Plus que dans le bureau ovale. Oui, c'est possible. Oui, plus que dans le bureau ovale, c'est très mal passé. On se souvient des images. On en avait parlé. Ça avait secoué un peu fort. Nathan. Déjà, la présence de Trump, c'était déjà quelque chose d'extrêmement symbolique. Parce que le pape François avait eu des mots extrêmement forts, extrêmement durs sur Donald Trump. Il avait eu notamment cette phrase en disant à son sujet que les hommes qui voulaient construire des murs plutôt que des ponts n'étaient pas des chrétiens. Et cette phrase, c'était au moment du premier mandat de Donald Trump, si ma mémoire est bonne. Cette phrase avait créé une sorte d'onde de choc, parce qu'un pape qui dit que quelqu'un n'est pas chrétien, alors en l'occurrence Donald Trump n'est pas catholique, mais c'était extrêmement fort. Donc ça, c'était la première chose. Il est protestant, donc il est chrétien. Oui. Mais pape François était le chef des catholiques. Exactement, même si c'était pas, si vous voulez, sous son autorité. Ça englobe les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Il ne faut pas tout mélanger. Mais il y avait le pape n'était pas œcuménique. Mais il y avait une dimension presque d'excommunication symbolique. Et là, quand Donald Trump a participé même à l'échange de paix et qu'il a serré la main d'Emmanuel Macron, mais de ses autres voisins, il y avait comme une forme de réparation, si vous voulez. Là, il a été obligé, en quelque sorte, pendant un instant, de participer à la construction de ponts et de main tendue. Et de la même manière, après la violence qui a pu être la sienne au bureau ovale face à Zelensky, qu'il ait été conduit dans la basilique Saint-Pierre, sur une dalle, enfin à côté d'une dalle extrêmement symbolique et qui est chargée d'histoire, à dialoguer avec Zelensky. En effet, alors personne ne peut savoir ce qui en sortira, mais c'est un symbole qui est très fort, comme si là, il y avait eu dans le message du pape François, quelque chose qui continuait de vivre. Moi, j'avais très peur de la portée diplomatique de ces funérailles, parce que... Pourquoi ? Pour deux raisons. Peur. D'abord parce que je trouve que dans des funérailles, c'est toujours déplacé quand on vient trop immiscer les affaires de la vie qui continuent. Vous savez, c'est comme dans les enterrements, quand il y a des gens qui se mettent à parler d'autre chose, il y a toujours quelque chose de profondément dangereux. Et deuxièmement, j'avais peur que ce soit pas fidèle à l'esprit du pape François, qui était un esprit d'universalité, qui était un esprit de paix. Voilà. Et je crois que ce qui s'est joué, en tout cas pour l'instant, on verra quelles seront les conséquences, mais dans cette rencontre entre Zelensky et Trump, allait plutôt dans la direction de l'héritage de la parole du pape. Jules Torres, sur l'angle diplomatique de ces rencontres. Il y a trois choses. D'abord, la première des choses, ce sont les images. Incroyable, ces images. Ces poignées de main, ces sourires, ces discussions. On a quitté ces deux hommes à la fin du mois de février, quasiment en claquant la porte du bureau ovale, avec 45 minutes d'échange à bâton rompu, où voilà, ça s'est échangé. Volodymyr Zelensky se fait tirer les oreilles, mais tirer les oreilles parce qu'il avait aussi un petit peu, il faut rendre à César quand même ce qui est à César, un petit peu critiqué Donald Trump dans son propre bureau. Donc c'est aussi pour ça que ça avait été cela. Si, il avait quand même menacé. Été traité de dictateur par Donald Trump quelques jours avant. Et avant cela, il avait mis en garde les États-Unis d'être envahis un jour. Et quand vous connaissez les Américains et le fait d'être envahis, vous savez que ça peut leur provoquer quelques petits urticaires. Donc ça, c'est la première des images. On ne l'attendait pas. Elle était là sur le marbre de la basilique Saint-Pierre avec deux chaises. On ne sait pas d'où elles sortaient. Ils ont mis deux chaises comme ça. Vraiment, c'était incroyable. Il y avait les cardinaux, les prélats autour. Personne ne disait rien. Il y avait ces deux hommes. On imagine la pression qu'il y avait sur ces deux hommes. Mais c'est incroyable. Et donc, la deuxième des choses, c'est qu'on s'affronter, se déclarer la guerre dans un tel décorum. On se demande ce qui s'est dit, parce que évidemment, c'est sans doute pas avec ce genre de discussion qu'on va régler la guerre. C'est plus de la communication qu'une vraie révolution sur le champ de la guerre. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Trump à son retour, c'est que il semblait assez ambigu sur Vladimir Poutine. Il semble avoir enfin compris que Vladimir Poutine le faisait un petit peu tourner en bourrique, et ça, c'est peut-être le vrai changement. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'il peut y avoir un tournant dans la guerre ? En tout cas, il y a au moins une reprise des discussions entre celui qui
contrôle un petit peu la situation, Donald Trump, et la victime de cette guerre, Volodymyr Zelensky. Donc à ce titre-là, ce sont en effet des images et des rencontres historiques. Véronique Jacquier. Oui, il y a sans doute un clin d'œil spirituel quand on voit ces deux hommes dans la basilique Saint-Pierre. C'est pas rien, la basilique Saint-Pierre. Hein. Cette rencontre a priori incongrue, mais qui n'est pas tant que ça. C'est-à-dire, moi, j'y vois un petit peu le clin d'œil de la providence. Vous savez, la providence, ça veut dire Dieu pourvoit et pourvoit d'une façon surnaturelle. Et peut-être que le pape François, d'où il était, a filé un petit coup de main aussi pour que cette rencontre eut lieu. Enfin, c'est vrai que c'est amusant presque de se dire qu'une telle rencontre a été possible à un tel moment. Alors, ils étaient tous les deux dans la basilique Saint-Pierre, parce que moi j'ai essayé de comprendre un petit peu les coulisses, comment ces deux-là se sont rencontrés à cet endroit-là. Et ils étaient donc venus s'incliner devant la dépouille du souverain pontife ce matin. Et puis hop, tiens, ils étaient ensemble au même moment, au même endroit. Incroyable hasard. Mais alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est que on voit sur les images qu'il y a des cardinaux autour, enfin qu'il y en a au moins un ou deux à l'œuvre. Alors moi j'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, mais c'est insupportable de voir une telle rencontre dans la basilique Saint-Pierre. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Eh bien, c'est pas possible. J'ai vu des tas de réactions de grincheux. Partout, hein. Non, j'ai vu des tas de réactions de grincheux. Oui. Alors, si il y a un point à souligner, c'est que l'Église ne s'occupe pas que des choses spirituelles. Elle est là pour s'occuper des choses temporelles, ne serait-ce que, comme l'a dit Monseigneur Rouget, parce qu'elle a une mission civilisatrice, et c'est de là dont découle sa mission diplomatique, et que la plupart des cardinaux sont des diplomates, et des diplomates de haute volée. C'est-à-dire que quand l'Église essaye d'évangéliser certains territoires en Chine, ou même la Chine dans son ensemble, et Dieu sait que c'est très très compliqué, puisqu'il y a une Église dissidente, eh bien vous avez des cardinaux, des diplomates qui sont à l'œuvre à longueur de journée. Donc l'activité diplomatique, c'est vraiment l'une des matrices de ce qu'on appelle le Saint-Siège. D'ailleurs, on parle de diplomatie du Saint-Siège. Ça veut dire que le Vatican, c'est normal qu'il fasse de la politique. Il est là pour essayer de défendre les chrétiens persécutés. Il est là pour essayer d'ouvrir à l'évangélisation certains territoires qui sont complètement fermés. Je pense à la Chine, je pense à la Corée du Nord. Donc en fait, ce qui s'est passé cet après-midi, avec le petit coup de pouce de certains cardinaux bien diplomates, est tout à fait normal. Et ils espèrent tous que ça puisse aboutir à de véritables négociations de paix. Parce qu'on était à ce même micro avec Nathan il y a seulement 3 jours, et justement on se demandait s'il y allait avoir un excès de diplomatie, et je crois qu'on était tous les deux plutôt sur la même ligne. On disait que c'était pas forcément lieu, que pendant un hommage, une mort, des obsèques, on ne fait pas de la diplomatie, et objectivement ce sont des images historiques, mais moi elles ne me choquent pas aujourd'hui. Non, moi non plus, elles ne me choquent pas. Au contraire, je dis tant mieux si quelque chose a été tenté, que la paix puisse surgir. Nathan Devers, ça vous choque? Non, elle vous choque ces images? Elle me choque pas. Ce qui m'aurait choqué, c'est s'il y avait eu une forme de trahison du message du pape François. J'avais un ami qui me disait cette phrase que je trouvais très juste: le dernier endroit où on fait vraiment de la politique, ça reste aujourd'hui le Vatican. Pourquoi? Parce que c'est en effet le seul État où la politique, elle est faite d'abord sur des logiques d'extrêmement long terme, et deuxièmement à partir d'un idéal. Et quel idéal en l'occurrence? Ce qui fait la force, ce qui doit faire la force, je crois, du message de l'Église et de la papauté, c'est que, loin de l'idolâtrie des institutions telles qu'elles existent, le pape François et la papauté en général essaye ou doit essayer de porter une parole qui est sainte, une parole qui la dépasse, une parole qui la transcende. Et ce que j'ai trouvé fort pendant tout le pontificat du pape François et jusqu'au jour de ses funérailles, c'est que précisément la politique qui a été la sienne, elle reposait sur un idéal qui était d'une simplicité extrême, qui consistait à dire non au fait de fonder une société sur la force. Fondons une société où précisément ce qui constitue le lien entre les gens, c'est l'égale dignité de chacun. J'ai trouvé ça très fort que jusqu'au bout, le pape ait décidé d'inclure des gens qui appartenaient entre guillemets ou qui pouvaient être considérés comme appartenant à des marges de la société, et il a tenu à ce que dans ces dernières heures son corps soit accompagné notamment par des personnes trans, ça a été dit, mais pas que, par des gens qui étaient des prisonniers, je crois, etc. Et ça c'est très fort, et je crois que nous entrons
dans une période où de plus en plus, de partout, on a dans des sociétés, et notamment en Occident, des forces politiques qui grandissent et qui nous disent « construisons nos sociétés sur la force, refugeons les gens qui viennent dans les marges, refusons les minorités », le pape François, il n'était pas dans cette politique-là, et c'est ça ce qui a fait, je crois, sa grandeur auprès des chrétiens et auprès des non-chrétiens. Mais tous les papes ont été des diplomates. Jean-Paul II, par exemple. Ah, bien entendu. Jean-Paul II, c'est le pape qui a quand même fait tomber le communisme. Exactement. Bien entendu. Puis c'était un pape très patriote. Bravo pour tout ce qu'il a fait. Mais c'était un pape aussi qui insistait sur. N'en loupez pas une. Non, mais c'est un pape qui insistait sur la défense de la culture européenne et occidentale, justement, face au danger de la soviétisation des esprits, dont on voit qu'elle peut toujours être à l'œuvre. Mais par exemple, celui qui était jusqu'à présent le secrétaire d'État du Saint-Siège, c'est un diplomate de haut vol, le cardinal Pietro Parolin. Il fait office en ce moment de numéro 2. Il est évidemment, possiblement, un futur pape, ne serait-ce que parce que il tient le Vatican. Eh bien, il a eu de gros succès diplomatiques, on n'en parle jamais, mais comme par exemple le fait de désamorcer le projet d'église nationale que voulait faire Hugo Chavez au Venezuela. C'est pas rien. Je suis un peu d'accord avec vous, Véronique. Mais c'est aussi lui qui a signé l'accord avec la Chine communiste. Oui, d'accord. Après, c'est plus compliqué que ça dans certains pays. Voilà. Non, mais tout n'est pas forcément tout bien, mais il y a au moins des tentatives de faire des choses, comme l'a dit Nathan Devers, sur le temps long et avec un objectif de paix, de concorde et de défense de peuples opprimés et de chrétiens persécutés. Juste le dernier jour de sa vie, le pape François, par exemple, sur le conflit le plus épineux qui existe aujourd'hui dans la conscience collective, qui est le conflit à Gaza, celui qui suscite le plus une sorte de polarisation et d'hystérisation du débat, le dernier jour de sa vie, le pape aura eu ces 2 messages, de dire « inquiétons-nous de la montée de l'antisémitisme, qui est un fléau, qui est un cancer pour l'Europe et pour le monde. Inquiétons-nous du sort des civils de Gaza qui vivent dans une situation humanitaire dramatique et qui, quand ils ne sont pas des terroristes du Hamas, ne méritent absolument pas cette situation. Inquiétons-nous de leur sort et soutenons-les. » Vous voyez, ça... malheureusement, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui, comme le pape, ont pu tenir un discours de cette qualité, de cette hauteur de vue, et le faire sans aucune ambiguïté et avec une pleine sincérité. Le pape François, personne ne l'a jamais non seulement accusé, mais même soupçonné d'avoir la moindre forme d'antipathie ontologique vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de la communauté juive. Et en même temps, c'était quelqu'un qui, jusqu'au dernier jour au pluriel de sa vie, appelait tous les jours le prêtre de la paroisse de Gaza pour prendre de ses nouvelles et pour prendre des nouvelles des siens. Vous voyez, sur ce conflit-là, l'exemple qui a été celui du pape François et de l'Église, il faudrait l'étendre sur d'autres territoires, sur d'autres sujets, et que ce ne soit pas seulement le pape qui tienne ce genre de politique haute et humaine. Justement, à propos de politique, on va en parler dans un instant, parce que Jordan Bardella sort du bois ce soir dans les colonnes du Parisien. On passe du coq à l'âne. On passe du coq à l'âne, exactement. Gérald Darmanin, c'était hier. Que se passe-t-il en ce moment? Tout le monde se dit candidat pour la présidentielle 2027. Moi, je voudrais bien poser des questions. C'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h44.